Bonjour, bienvenue avec les vidéos de Vivre Cru, ravi de vous retrouver. Alors cette vidéo va être diffusée vendredi, donc on va être J5 de la cure de détoxination. Voilà, il y a de très beaux retours. J'aimerais bien aussi avoir des retours de personnes pour qui c'est difficile ou pour qui ça représente un gros saut en avant que d'appliquer cette cure dans lequel finalement il y a en premier lieu la pratique du jus tous les jours, quotidien, voire bi-quotidien selon les personnes, les fruits pour remplacer en grande partie les céréales, et ensuite selon les personnes et ou des salades avec quelques oléagineux trempés. Ça peut représenter pour un nombre de personnes un sacré fossé par rapport à leurs habitudes de vie, et j'aimerais bien aussi que ces personnes-là s'expriment parce que ça me permettrait d'orienter aussi mes vidéos dans ce sens-là, parce que j'ai parfois tendance à croire que tout le monde chemine comme je le fais actuellement. Or moi, c'est quand même un chemin qui dure depuis des années. Donc c'est tout à fait normal que ça soit difficile, c'est tout à fait normal que ça soit pas immédiat. Moi, il m'a fallu des années et énormément de résistance pour en arriver là. Donc je le comprendrai, enfin je l'entendrai parfaitement, et je serais même surpris qu'il n'en soit pas ainsi pour nombre de personnes. Donc n'hésitez pas à témoigner, à parler de vos difficultés. Au niveau des jus, vous avez vu toujours une base de pommes carottes. Alors pourquoi la base de pommes carottes? C'est tout simple. Premièrement parce que c'est extrêmement disponible, parce que la carotte en hiver c'est une racine certes, mais c'est une racine qui a un contenu minéral absolument extraordinaire, qui faisait même que le docteur Carton, Paul Carton, un hygiéniste du début du siècle dernier, auquel je me réfère énormément et qui a été un petit peu mon maître à penser au départ, Paul Carton disait que c'était quasiment des salades pour l'hiver, parce que son contenu en minéral est tel qu'on peut le comparer au contenu minéral de verdure. Il n'y a qu'en chlorophylle où il y en a moins, et en oxygène un petit peu moins. Donc pommes, carottes aisément disponibles, toutes les deux fabuleuses pour guérir toute la sphère digestive. Or nous sommes avant tout des gens qui assimilons mal, tous autant que nous sommes. Donc il n'y a jamais trop à faire pour adoucir, pour faciliter le travail de la sphère digestive. Donc pommes, carottes comme base, mâche, épinards. Alors épinards, je vous avais dit, pour favoriser le transit. Mâche, parce que c'est une verdure extrêmement concentrée qui apporte énormément de chlorophylle, d'oxygène et de minéraux, et qui pour l'hiver est extrêmement abondante. Salades diverses. En hiver, on a énormément de salades. Plus elles sont vertes, plus je les aime. Mais en même temps, la scarole peut aussi avoir son intérêt. Les romaines sont fabuleuses. Les laitues passent aussi merveilleusement bien. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop manger les feuilles externes des salades. Mais passez-les en jus. Passez-les en jus. Ce sont les plus riches en chlorophylle. Donc autant les exploiter en jus et conserver pour la bouche les feuilles intérieures. Un petit peu de persil aussi. Alors il y a beaucoup de polémiques sur le persil, je sais. J'ai mis en garde, j'ai fait quelques restrictions moi-même sur ce blog, mais à titre personnel j'en consomme toujours, parce que mes recherches personnelles me poussent à penser que les facteurs antinutritionnels prétendus du persil sont extrêmement surévalués, et que finalement il n'y a aucune difficulté à boire du persil sur une base régulière tant que ça reste des quantités normales. Radis noir pour aider le foie et toute la sphère hépatique. Betterave pour aider au fonctionnement du sang. Alors radis noir, c'est la famille des radis, des crucifères. Tous les crucifères sont extrêmement puissants, donc à manier avec modération. On peut aussi inclure du jus de chou, du jus de roquette par exemple en cette saison. Il y a de la roquette là déjà qui pousse, en tout cas au jardin chez nous. Ce sont des jus là aussi extrêmement puissants, donc attention quand on les manie, introduire doucement. Tous les crucifères sont extrêmement détoxinants de tout ce qui est la sphère rénale particulièrement, donc c'est un émonctoire très important que les reins, donc c'est très important de travailler sur les reins, mais allons-y progressivement. Le jus de chou particulièrement a été très utilisé dans les thérapies par les jus contre les cancers, pour guérir un petit peu les situations cancéreuses. Et comment est-ce qu'on guérissait les situations cancéreuses? En fait, on ne les guérissait pas, mais on permettait un bon fonctionnement des émonctoires que sont les reins, et à ce moment-là, ça permettait une meilleure élimination des cellules cancéreuses. Parce que vous l'avez compris, on ne lutte pas contre quoi que ce soit, on ne peut que favoriser le travail naturel du corps au travers des émonctoires
Les émonctoires, il y a une question qui a été posée par rapport à ça. Les émonctoires, effectivement, je n'ai pas inclus le foie comme émonctoire parce que le foie n'a aucune sortie sur le milieu extérieur. Donc en tant que tel, au sens propre du terme, pour moi ce n'est pas un émonctoire. Les seuls émonctoires que je connais, ce sont les poumons, la peau et les deux reins. Et qui sont des émonctoires extrêmement importants. La peau étant un émonctoire, donc je suis en train de prendre la mesure de plus en plus. Et d'ailleurs, un témoignage, une amie très proche il y a quelques temps, il y a quelques jours, avait un petit passage un petit peu difficile, en pleine détoxination. Elle avait un petit peu des maux de tête, un début d'inflammation. Et elle est allée se faire une friction aux gants, pas aux gants de crin tout à fait, mais avec un gant qui permet des frictions. Et elle m'a témoigné de son bien-être immédiat juste après ça, juste après avoir sollicité la peau. Donc n'hésitez pas, sollicitez votre peau pour faire travailler cet émonctoire, sollicitez vos poumons en ayant un exercice physique quotidien, adapté mais quotidien, parce que c'est aussi avec l'exercice physique que peut se mouvoir la lymphe, et c'est la lymphe qui évolue dans nos canaux. On va revenir sur la lymphe dans la deuxième partie de cette vidéo. Et exercice physique quotidien et l'hydratation, donc pour permettre un bon fonctionnement des reins. Alors attention, il y a beaucoup de questions concernant l'hydratation, je les comprends. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des mécompréhensions ou que j'ai parlé un petit peu rapidement. Quand je dis que je bois 2 litres d'eau après le réveil, je ne les bois pas d'un seul coup, je les bois dans les 2 heures souvent, et puis je ne cherche pas à boire 2 litres d'eau, c'est ma soif naturelle, on va dire, c'est mon envie naturelle qui me pousse à faire ça. Il me semble qu'il est très important de boire au réveil, de boire tranquillement à petites gorgées, dans l'heure et demie qui suit le réveil, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées lors de la dernière vidéo. 2 litres, c'est peut-être pas adapté à tout le monde, je le comprends, mais de plus en plus, il me paraît essentiel de faire en sorte de boire le matin. De quelle couleur doivent être les urines? Eh bien, elles doivent être ni jaune foncé, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'elles sont très très concentrées et que les reins forcent un petit peu, et c'est pas idéal. Mais elles ne doivent pas être translucides non plus, effectivement, parce que si elles sont translucides, surtout au matin au réveil, alors qu'on est en pleine détoxination, eh bien c'est qu'il y a un problème au niveau des reins et qu'il est plus que jamais nécessaire de les régénérer. Parce que même une personne qui aurait une alimentation extrêmement détoxinante, pendant la nuit, il va y avoir des toxines qui vont être sécrétées, qui vont être exsécrées, enfin qui vont sortir par les reins. Donc, pour mesurer la couleur de votre urine, aussi attention, quand on urine dans une toilette, on ne se rend pas vraiment compte. On va se dire, oh, elle est translucide. Non, non. Le mieux, c'est d'uriner dans un verre. Et là, vous verrez, si elle est jaune paille, c'est parfait. Il y a une sortie de toxines, c'est idéal. Et l'idéal est donc d'avoir une urine jaune paille pendant à peu près toute la journée. Ça veut dire que les reins font leur travail, qu'ils ont suffisamment d'eau et qu'il n'y a aucun problème. Sur les quantités, c'est à chacun d'adapter, mais pensez bien à boire au réveil, il me semble que c'est essentiel. Donc voilà, poumons, la peau, les reins, les émonctoires. On va revenir un petit peu donc maintenant sur le système lymphatique pour conclure un petit peu par rapport à la lymphe et faire un tour un petit peu de tout ce qu'on a dit sur la lymphe. Donc la lymphe, c'est ce liquide interstitiel dans lequel finalement les cellules peuvent déverser les déchets issus du travail métabolique, les toxines de type métabolique, tous les déchets issus du travail digestif ou la plus grande partie partant par les intestins et donc ensuite étant relâchés par l'anus, par les selles, alors que la majorité des déchets métaboliques, eux, vont être pris en charge par la lymphe, qui est un liquide visqueux, mucosique, fortement lipidique, fortement gras, contenant en particulier du cholestérol. Je vous avais donné 2-3 explications, on y reviendra ensuite plus tard quand on va parler la semaine prochaine de l'acidité, l'équilibre acido-basique, puis on comprendra pourquoi est-ce que le cholestérol est nécessaire dans la lymphe. C'est un liquide qui se déplace pas comme le sang qui est poussé par le cœur, mais qui se déplace uniquement par nos mouvements, qui se déplace très très lentement. Donc nos mouvements sont essentiels pour activer le travail de la lymphe. Donc en période de détoxination, il faut penser au mouvement, un mouvement adapté, mais penser au mouvement. Et donc ce liquide visqueux, il a des petits réservoirs, comme des mini stations d'épuration tout au long du corps, qu'on a appelés les ganglions lymphatiques. Et ces ganglions, il y en a à peu près 800 à peu près disposés dans le corps. La plupart ne font pas plus de 2 cm de diamètre, donc vous voyez, ce sont des toutes petites nodosités.
communiquer entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. C'est au niveau des ganglions finalement que va être séparée la matière sèche toxinique de l'eau et que ça va être ensuite dirigé vers les émonctoires que l'on a listés tout à l'heure. Donc à ce niveau-là, les ganglions déversent vers les émonctoires et puis les émonctoires font sortir vers le milieu extérieur. Que se passe-t-il si les émonctoires ne font pas tout à fait leur travail parce qu'ils sont empêchés, parce qu'ils sont faibles, parce qu'il y a une faiblesse au niveau des reins, parce qu'il y a une faiblesse de l'élimination par la peau ou les poumons? Eh bien, il y a accumulation de toxines dans ces ganglions qui se remplissent. Et à ce moment-là, le corps n'a plus qu'un seul moyen pour résorber cette immense quantité de toxines accumulées dans les ganglions, c'est de faire une prolifération bactérienne de manière à ce que ces toxines puissent être aussi consommées par les bactéries. Et c'est ce qu'on appelle une inflammation. Donc quand vous avez des ganglions enflammés, c'est simplement que les émonctoires étant plus ou moins bloqués, eh bien le corps est obligé de faire une multiplication bactérienne de manière à résoudre une situation d'urgence. Si on prend un ganglion typique que sont les amygdales sont des ganglions, pardon. J'avais pas cité de ganglions typiques, mais les amygdales en sont. L'appendice, par exemple, aussi est un ganglion. Eh bien, les amygdales, quand nos amygdales sont enflammées, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que les amygdales, c'est souvent en lien avec les reins, que les reins ne font pas leur travail, n'arrivent pas à éliminer assez de toxines, ou que notre alimentation ou notre mode de vie est trop producteur de déchets acides et de toxines, et que finalement ces toxines s'accumulent. Alors au niveau de ces ganglions-là spécifiques que sont les amygdales ont aussi un lien de protection contre les micro-organismes venus du milieu extérieur. Et donc le seul moyen quand on a des amygdales enflammées, c'est certainement pas de prendre des antibiotiques qui vont tuer toute la vie bactérienne qui pourtant est en train de nous sauver la vie, on va dire, mais c'est plutôt d'activer le travail des émonctoires. Donc toujours pareil, repos et exercice modéré, de l'eau en quantité, des frictions, du sauna sec, puisque c'est des problèmes lymphoïdes, donc des problèmes de type humide, la lymphe étant un mucus. Et donc je vous conseille des saunas secs pour répondre aux problèmes de type humide. Alors attendez, je me déplace encore une fois parce que voilà, j'avais un peu le soleil dans les yeux.